Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof, toujours votre prof. Bienvenue à votre pénultième rendez-vous hebdomadaire, avant-dernier module, on y est presque. On va prendre encore un café, encore là, ensemble, pour deux beaux modules. On va regarder, cette semaine, on va regarder ensemble le module de la semaine. Encore une fois, on va regarder les principaux thèmes. Vous connaissez maintenant la formule. On regarde les thèmes qui vont être abordés demain, mardi, en classe. C'est le programme que j'ai prévu pour vous dans ce podcast. Je suis convaincu que vous allez aimer tout ça. Cette semaine, écoutez, le thème, je pense que ça peut vous intéresser. Je l'ai intitulé Sciences et société. C'est sûr que ça semble large, je dirais, comme formulé comme ça. Mais en gros, on va regarder les liens qui se tissent entre la science et la société et entre la société et la science. C'est mon module peut-être le plus philo, sociologie des sciences, mais pour vous, ça va être le fun de juste prendre un petit pas de recul, de distance, regarder votre science. Vous aimez la science. Cette semaine, on va la regarder un petit peu avec un pas de recul, un regard un petit peu plus analytique, mais ce sera de la philo. C'est peut-être le podcast là, où vous pouvez moins faire de choses en même temps que juste écouter le podcast, là, je dirais. Allez vous prendre une petite marche ou une belle run dans le bus, là, c'est le bon moment. Si vous avez trois écrans d'ouvert devant vous avec un ami qui parle, c'est peut-être trop, là. Dans 5 minutes, là, ça se peut que je vous ai perdu. C'est un petit peu plus rétrospectif, je disais, mais surtout réflexif, introspectif aussi. On prend le temps de réfléchir tous les deux. Hein. C'est le moment de vous mettre le petit point là, sur le menton, là, puis d'essayer d'adopter la posture du penseur de Rodin, puis essayer de réfléchir sur vous, sur la vie, sur la science, pendant que votre prof de philo vous parle. Les questions abordées dans ce module, c'est des grosses questions. C'est la question du rôle social des professionnels en sciences et génie. Est-ce que vous avez un rôle social? Pourquoi on vous parlerait de votre rôle social dans ce cours si vous pensez que vous êtes juste un technicien puis vous n'avez pas nécessairement de rôle social? Les autres questions, est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de certains projets, hein, des projets techno-scientifiques, un troisième lien. Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer sur la pertinence sociale de tout ça? Un tramway, pour prendre des sujets à la mode. Euh, les intentions sociales et la pertinence sociale d'Elon Musk. Est-ce que c'est votre rôle de vous prononcer face à ce genre de questions? Est-ce que c'est votre rôle de penser au futur de l'intelligence artificielle dans l'industrie de la construction, dans la construction des villes intelligentes? Est-ce que c'est votre rôle? Hein? Le rôle social des chercheurs scientifiques, la valeur morale de certains projets scientifiques et techniques, des projets dans lesquels vous allez bientôt investir plusieurs heures, hein, plusieurs heures, sinon votre vie, là, construire, participer à la construction de la technologie. Il y en a plusieurs qui se dirigent dans cette voie, sinon de la construction de la science elle-même. Puis, m'écoutez-vous encore, là, je vous l'avais dit, là, ça allait prendre 5 minutes. Je vous l'ai dit, là, si vous avez d'autres distractions, là, c'est le moment de faire le vide, d'écouter un peu. On va réfléchir encore une fois sur la science. On l'aime, la science. Ça peut faire plein de choses. La science peut permettre de résoudre plusieurs problèmes, mais est-ce que ça peut résoudre tous les problèmes du monde? Hein, ça fait partie des questions. Est-ce que ça fait du sens pour vous l'expression les valeurs morales de la science? Est-ce que la science a des valeurs? Est-ce que c'est pas une contradiction même? L'idée d'une science avec des valeurs, c'est pas quelque chose d'uniquement rationnel et raisonnable, la science, alors que les valeurs, les émotions, tout ça, là, ça serait dans une autre famille.
Est-ce qu'on a une science moralement neutre, objective, pure? Ça fait partie des autres expressions. Est-ce que ça fait du sens, tout ça? Les autres questions dans ce module. Est-ce que la société influence la science? Ça, c'est une belle question qu'on va aborder. Pas seulement ce à quoi elle sert, la science, mais le contenu de la science. Est-ce que la société peut influencer non seulement les utilisations de la science, mais le contenu de la science? Est-ce que ça se peut que la société se trouve des moyens de s'immiscer ou les mouvements sociaux? Est-ce que ça peut se trouver une façon de se trouver un chemin jusque dans le contenu de la science elle-même? Voilà, les questions, je les ai toutes lancées là, mais c'est ce qui vous attend dans ce module comme genre de questions. Puis, ça vous intéresse-tu? Sinon, ben, prenez un café là, parce que c'est ça les questions qu'on va aborder dans ce module. C'est des questions profondes, denses, mais c'est des questions importantes. Parce que vous allez bientôt ben, incarner la science. C'est vous la science dans quelques années. Hein. C'est pas quelque chose d'externe, c'est vous la science. Puis, ben, il faut prendre le temps d'y réfléchir, essayer de comprendre un petit peu c'est quoi la science, essayer de comprendre c'est quoi que vous allez incarner justement bientôt. Donc, allez vous chercher un café. Je vous attends. Appuyez sur pause, puis je vais mettre un peu de musique pendant ce temps-là. Bon, êtes-vous prêts là? OK, c'est bon, on se lance. Deux questions centrales dans ce beau module. Je disais votre rôle dans la société, donc votre influence sur la société, mais aussi il y a la réciproque, c'est-à-dire l'influence de la société sur la science et sur votre rôle de professionnel en sciences et génie. Je dirais que c'est surtout sur la deuxième partie que je vais insister dans le podcast. On va faire les deux parties dans le cours de demain. Mais dans ce podcast, j'avais envie de cibler la deuxième partie, c'est-à-dire l'influence de la société sur votre science et sur vous. Parce que le contraire, là, votre influence sur la société, ça, c'est plus facile à reconnaître. En fait, si vous vous êtes inscrit dans un programme en sciences et génie, c'est fort probablement parce que vous croyez justement que vous avez une influence sur la société, que vous pouvez transformer la société. Je pense que c'est à ça qu'on rêve quand on se dirige dans un programme de sciences et génie. On veut faire toutes sortes de choses. Hein. On veut transformer notre monde, améliorer le sort de notre monde, maîtriser la nature, la matière, l'énergie, le vivant, construire, mais construire un monde meilleur. Hein. C'est ça au sens propre comme au sens figuré. Baliser notre monde, s'assurer que ça reste paisible. Parce qu'on se dit, ben la science, ça peut sûrement changer le monde. Non? C'est un peu ça qu'on se dit. Mais la deuxième partie, elle est un petit peu plus difficile. Est-ce que la société, elle, peut changer le monde de la science? Est-ce que la société peut influencer le contenu de la science? Puis, pour aborder ce genre de questions, on va avoir besoin de faire quelques distinctions. C'est des distinctions que je vais faire demain en classe. Mais on va s'amuser un peu. Je vais les faire à l'audio aussi pour voir si ça passe. Je pense que vous êtes capable d'assimiler ça. La distinction que je vous propose, c'est la distinction entre science et recherche en sciences. Commençons peut-être par la science. Le principal acteur de la science, c'est le scientifique. Le scientifique, c'est lui que vous voyez partout à la télé, dans vos vidéos de vulgarisation, là, que vous voyez sur Instagram, tout ça. Si vous écoutez la télé, ben pour moi, c'était à la découverte de Charles Tisser. Plus jeune, vous avez peut-être découvert la science à travers Martin Carly. Hein? C'est peut-être lui au Québec. C'est lui qui incarne la science là, avec son beau sarrau blanc, puis des lunettes, puis un monsieur, puis il nous parle de la science. Puis pour lui, la connaissance, c'est quelque chose de certain, d'objectif, de froid
au sens où c'est là, c'est assez neutre, c'est très peu changeant. La science, pas vraiment de lien avec la politique ou les enjeux sociaux. C'est rare que Martin Carly va vous parler de ça. En fait, son seul objectif à Martin Carly, ou au scientifique, là, l'archétype du scientifique, c'est de vous communiquer les vérités, les faits scientifiques, de vous instruire des dernières vérités, faits scientifiques. Il vulgarise. Ça aussi, c'est des fois des axes de communication qui vous intéressent. Mais pour le vulgarisateur, son objectif, c'est de faire passer le savoir, un savoir qui est très complexe et très vivant, mais là, on le transforme en quelque chose de plus simple, de plus digeste, mais qui s'enseigne et qui se communique plus aisément. Vos profs de cégep ont fait ça aussi, vos profs de primaire ont fait ça aussi, de secondaire. On prend la science, on transforme ça en quelque chose de plus simple, puis on va vous l'enseigner. C'est l'extension, si vous faites l'extension, le prolongement de tout ça, c'est le type de science que vous allez retrouver dans vos textbooks préférés, là, que ce soit en chimie, en physique, en génie mécanique, informatique. Vous allez voir dans ces beaux textbooks, là, ces ouvrages où on va consigner la connaissance scientifique. Puis là, évidemment, la connaissance qui se retrouve là, c'est vraiment c'est quelque chose de très rationnel, d'apolitique. Il n'y a rien de social que vous allez trouver dans ces ouvrages-là. C'est coupé de la société, il n'y a pas de valeur de la science qui serait là. Vous n'allez pas trouver beaucoup de traces de ça, mais c'est un leurre. C'est un leurre. C'est pas exactement ce qu'est la vraie recherche en sciences. On y arrivera bientôt. En fait, si vous prenez vos textbooks, c'est sûr que le savoir paraît justement asocial, amoral, neutre, pur. Mais si c'est le cas dans vos textbooks, c'est justement parce que le processus de production puis de diffusion de la connaissance de ce type, ce qui s'est passé avant que ça se retrouve dans vos textbooks, c'est que justement, on a progressivement, méthodologiquement, tranquillement essayé d'effacer les traces des influences politique, sociale, morale. Puis dans votre textbook, ce qu'on va garder, c'est justement juste le contenu qui est rationnel, qui est le fruit du processus de tri. On a produit de la connaissance, mais on a trié, on a effacé les traces de la société. Mais faites attention parce que le vrai processus de production de la connaissance, celui que vous allez voir lorsqu'on fait de la recherche, ce processus de production de connaissances, il est loin d'être aussi rationnel, pur. Il est loin d'être aussi objectif qu'on veut bien nous le faire croire. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a notre scientifique. On va commencer déjà par celui-là. On parle de la science, on parle du scientifique. On parle de Martin Carly. Martin Carly, c'est une construction sociale. C'est un personnage. Il n'existe que dans nos têtes, nos têtes communes. C'est un personnage c'est pas un personnage de BD, mais c'est dans notre tête. C'est une construction sociale. Puis cette construction-là, elle est bien ancrée dans nos têtes. Ce fameux scientifique au sarrau, là. D'ailleurs, en classe, si on demande à des jeunes, dessine-moi un scientifique, puis c'est ce que j'ai fait avec votre dernier mini-test. Je vous ai posé exactement cette question-là. Dessinez-moi un scientifique. J'ai bien hâte, bien hâte de vous montrer vos beaux dessins. Puis beau, là, entre guillemets, là, parce que n'est pas artiste qui veut. mais c'est intéressant. Ça s'appelle le DAST test. C'est le Draw a Scientist Test. L'indice cette semaine, ce sera le DAST test. Draw a Scientist Test. Donc le DAST test. D-A-S-T T-E-S-T. En fait, peu importe à qui on demande de dessiner un scientifique, mais les dessins de scientifiques sont toujours les mêmes.
Puis je dirais que plus on se rapproche de l'université, plus ils sont semblables, ces dessins de scientifiques. Hein, plus ces jeunes qui se rapprochent de l'université nous dessinent un dessin qui ressemble à Martin Carly. Ça serait une autre façon de le dire, là. Mais encore une fois, désolé de vous le rappeler, la réalité de la science, ben, c'est pas cette caricature. Un scientifique, un vrai, un chercheur, celui que vous allez croiser à l'université, ce n'est pas Martin Carly. Si vous faites le tour des labos, des corridors à l'Uni, là, au Vachon, au Pouliot, prenez votre pavillon préféré, là, vous n'allez pas croiser Martin Carly. Il y a d'autres choses que l'archétype là, de l'homme blanc avec un sarrau blanc, puis une barbe, puis des moustaches, puis des lunettes, puis il est entouré d'Erlen Meyer, puis il fait des expériences. Puis si vous faites des dessins, là, je le vois dans vos dessins, il y a souvent le, le scientifique là, qui crie Eureka, là, qui a découvert tout à coup une chose extraordinaire, ou qui les plus pessimistes, là, il y a souvent le scientifique qui cache un grand secret. Il faut commencer pour vous à vous défaire de cette caricature si vous souhaitez un jour comprendre ce qu'est réellement la science. Hein? Puis si éventuellement vous voyez des liens, vous voulez voir des liens entre science et société, il faut quitter cette caricature-là. Parce que ces liens-là ont été complètement effacés de cette caricature. Si vous voulez comprendre la réalité, faut aller discuter, voir, essayer de comprendre c'est quoi un chercheur en sciences. Pas le scientifique, le chercheur en sciences. Ah, c'est cette distinction-là que je voulais faire avec vous, pas le scientifique, le chercheur. Puis lui, le chercheur, si vous voulez voir des liens entre science et société, vous allez voir que les liens entre le chercheur et la société, là, il y a des liens qui sont plus profus et évidents. Si vous vous promenez encore une fois dans vos corridors au Vachon, au Pouliot, vous allez voir des chercheurs. Ce sont des femmes, des jeunes, des vieux, des étudiants, des personnes qui représentent des minorités ethniques, culturelles, visibles, de genre. Ils n'ont pas souvent leur sarrau blanc. Ils sont beaucoup plus souvent à côté de leur PC qu'à côté d'un Erlen Meyer. Puis, jamais vous allez les entendre crier Eureka! C'est pas comme ça que le savoir se construit. Hein? Ça se construit pas à coup de fulgurance et de révélation provoquée par une pomme sur la tête. C'est pas comme ça que ça se fait la science. Je vous invite donc à avoir ce chercheur en tête. Vous en connaissez des chercheurs, sinon allez vous promener encore dans ces pavillons, vous allez les croiser. Pour ces chercheurs, la connaissance, on est bien loin de la connaissance de type Martin Carly. Là. Pour un chercheur, la connaissance, elle est incertaine. Il doute de tout. Il est loin de la certitude de Martin Carly. Pour le chercheur, ben, la connaissance, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est plutôt quelque chose de subjectif au sens où c'est pas n'importe quoi subjectif. Là. Ce que ça veut dire, c'est que c'est lié à une personne. Hein? Quand le chercheur parle de la connaissance, il dit tel chercheur a démontré telle chose, hein? Telle équipe, Sénéchal et al. A publié telle chose qui démontre tel fait. Hein? On associe des faits à des personnes, d'où l'expression subjective. Et pour le chercheur, ben, la connaissance, elle est chaude au sens où c'est le contraire de froid de tout à l'heure. Là. C'est quelque chose de changeant. Ça peut changer au gré de la connaissance. Il y a de la nouvelle connaissance qui est produite, qui arrive. Le consensus peut bouger, hein, chaude au sens de changeant. Le chercheur, ben, les liens avec la société sont multiples. Il va essayer de s'aligner sur des projets sociaux, des besoins sociaux. Ces thèmes de recherche, ben, ce seront des thèmes qui seront promus et financés par les bailleurs de fonds. Puis les bailleurs de fonds ben, vont décider de choisir des champs de recherche qui sont stimulants,
qui répondent justement à des besoins sociaux. Puis les chercheurs, eux aussi, vont choisir des voies de recherche qui sont bien financées. Hein? Ils vont se garrocher comme tout le monde en ce moment sur l'intelligence artificielle parce que de l'argent, oh, on vous en garoche d'en face dès que vous mentionnez intelligence artificielle. Euh, les données massives, en fait, n'importe quoi là, qui préoccupe en ce moment la société ou qui préoccupe leur époque, qui préoccupe la société dans laquelle ils vivent. Hein, c'est ça aussi, les chercheurs. Que ce soit intentionnel ou non, là, c'est ce qu'ils font. Puis, il y a des champs du savoir qui vont croître plus rapidement. Hein. Typiquement, ben, c'est les champs du savoir qui sont promus par les bailleurs de fonds. Hein. C'est exactement pour ça qu'ils sont financés, parce qu'on veut que ce soit exactement ces champs-là du savoir qui grandissent les plus rapidement. Puis, ce sont des champs de la recherche qui, justement, incarnent un monde meilleur, notre conception en ce moment du monde meilleur. C'est la conception du monde meilleur promue par justement les gouvernements en place qui, eux, vont décider de financer ou créer des programmes de recherche. Puis ces programmes de recherche vont reprendre les idéaux moraux de la société dans laquelle ils souhaitent financer des projets de recherche. Voyez-vous un petit peu la boucle, les liens entre la science et la société qui se tissent, là. Et pour bien saisir les liens entre science et société, entre l'influence de la société sur la science, ben vous devez avoir ce chercheur-là en tête, là. Être capable de le distinguer du scientifique. La science, avant de se retrouver dans vos beaux textbooks là, neutres où le savoir est objectif, là, cette science-là, cette connaissance-là, elle est d'abord de la recherche. Puis cette recherche, elle est liée à des enjeux sociaux. Et donc, elle est influencée par les préoccupations de la société dans laquelle elle a été produite, cette recherche. Et les traces de ces influences ne sont jamais totalement effacées du contenu de la science. Hein, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette science, même si vous la pensez coupée de la société, même si vous la pensez objective, froide, protégée des influences, parce qu'elle serait isolée dans un laboratoire, ben même cette science qu'on dit pure, elle est liée aux politiques. Elle est liée aux enjeux sociaux de l'époque dans laquelle elle a été produite. Et si ce que je vous dis, c'est vrai, ben cette recherche, on devrait en trouver trouver des traces de ces influences dans vos textbooks. Non? Il me semble. C'est vrai ce que je vous dis. Hein? La chaîne, c'est là. La société influence la recherche. Le contenu de la recherche se retrouve dans vos textbooks. Donc, on devrait retrouver des traces de la société dans vos textbooks. Hein? Me suivez-vous encore, là? Allez vous chercher un textbook, là. Trouvez-en un autour de vous, là. Ça va vous dégourdir un peu, là. Il vous coûte assez cher, ces beaux textbooks-là, là, 400$ le textbook, là. Allez en chercher un. Prenez-le dans vos mains. Allez le chercher. Tiens, je vous attends, là, un peu de musique encore, là. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Bon, avez-vous votre textbook? Lisez l'introduction du textbook, puis essayez de trouver des traces d'influence de la société dans laquelle a été conçu le contenu de ce textbook. Hein, s'il a été, je sais pas, c'est un ouvrage qui a été conçu, publié dans les années, je sais pas, 2010, est-ce qu'il y a des traces de la société? Si on prend un textbook des années 2000, est-ce qu'il est écrit de la même façon? Est-ce qu'on retrouve le même contenu? Est-ce qu'il y a pas dans le contenu des traces de la société de l'époque? Si on prend un textbook de 1950, est-ce qu'il y a des traces de la société de l'époque? Hein, c'est ce genre de traces là, que j'aimerais. En fait, j'ai des exemples pour vous. Je vais en présenter quelques-uns en classe, mais déjà en voici
quelques-uns, des traces, encore une fois, des traces d'influence de la société sur le contenu de la science qu'on retrouve dans les textbooks. Mes textbooks, à moi, mes préférés, c'est des textbooks de biologie, de la reproduction. J'en ai encore autour de moi. Je vous ai dit, quand je me suis présenté au début de la session, là, que j'ai fait une maîtrise en biologie de la reproduction, j'ai fait du clonage, donc ça explique un peu pourquoi j'ai encore ce genre d'ouvrage-là. Ils m'ont coûté assez cher, je les garde. Bon, ouvrez n'importe quel textbook. Puis si vous avez un textbook de biologie de la reproduction, vous allez voir qu'il y a des exemples assez frappants. Moi, j'ai des textbooks peut-être un peu plus vieux, mais le langage dans mes textbooks pour parler d'embryons et du spermatozoïde, pensez-vous que ça reflète un peu le discours de l'époque ou la société dans laquelle a été conçu ce savoir, ce textbook? Vous allez tomber en bas de vos chaises parce qu'il y a des exemples dans les textbooks de biologie de la reproduction. Écoutez, dans les années 80, le langage, moi c'est ça, les vieux textbooks, j'avais pas l'argent pour m'acheter des textbooks. Fait que dans les années 90, là, je me suis acheté des textbooks des années 80. Puis le langage pour parler des ovules, des spermatozoïdes, écoutez, des fois ça ressemble quasiment à des histoires de princes puis de princesses, là. D'un côté, on a les spermatozoïdes là, qui sont des guerriers courageux là, qui partent à l'aventure. Puis de l'autre, on a des ovules passifs là, qui préparent le nid en attendant le courageux conquérant. Bon. On aurait envie de leur crier, mais là, écoutez, là, messieurs, là, du calme, là, c'est seulement des gamètes. Il n'y a rien de plus. Est-ce qu'on peut pas en parler un peu plus objectivement? Ça prend 2 gamètes pour faire un être vivant, puis les 2 doivent peut-être se trouver un moyen de se croiser quelque part, là, mais rien de plus. Le reste, ce sont des histoires, des traces de la société dans laquelle a été écrite cette science. Et ce qui se passe là, c'est la même chose pour les chercheurs, hein? C'est-à-dire que les chercheurs, ils sont souvent, malgré eux, influencés par leur époque. Hein, influencés, teintés par, je dirais, les myopies puis les préjugés de leur époque. Autre exemple, le sort, celui-là aussi je vais le raconter en classe, le sort que là, on réservait à Alan Turing. Connaissez-vous Alan Turing? En fait, vous connaissez peut-être le test de Turing. C'est un test bien connu là, en intelligence artificielle. C'est un test dont on sert pour évaluer dans quelle mesure une IA, ça peut imiter un humain là, au point de confondre un autre humain qui écoute cette IA-là. Là. C'est ce qui se passe un peu avec ChatGPT. Il y en a qui pensent que c'est quasiment que ce sont des humains derrière. Là. Ça s'appelle le test de Turing. Puis Alan Turing en question, dans les années 1930, c'était un mathématicien hors norme. Dans la Deuxième Guerre, 39-45, c'est un mathématicien qui a contribué à l'effort de guerre, qui a décrypté les communications allemandes. Puis, la société a changé. Puis, le statut de ce chercheur-là a changé aussi. En fait, Alan Turing, il a été condamné, dans les années 50, il a été condamné pour un crime grave qui était le crime d'homosexualité. Et là, par crime grave, entendez mes guillemets ici, là, on est dans les années 1950, et Alan Turing va accepter la sanction de l'époque, qui était une castration chimique. Les temps ont bien changé, vous me direz, heureusement, mais les travaux du chercheur en 1950, ils ont été boudés par le champ de la science. Puis pourquoi? Mais pas parce que les idées de l'homme les idées scientifiques de l'homme étaient contestables, mais c'était plutôt parce qu'il avait commis un crime, encore une fois, avec des grands guillemets, qui est celui d'être homosexuel. Mais les sociétés changent, heureusement. Puis, en 1990, il y a eu des excuses publiques à l'endroit d'Alan Turing. Puis, le reste de l'histoire, peut-être que vous la connaissez un peu, le 2000-2010, Alan Turing va devenir un modèle, je dirais, pour
les minorités de genre, y compris les minorités de genre en sciences. Hein, on a eu un beau film hollywoodien. Alan Turing était incarné par Benedict Cumberbatch de notre fameux Doctor Strange. Et aujourd'hui, Alan Turing, il est dans vos textbooks préférés si vous êtes en intelligence artificielle, en programmation, en machine learning. Vous allez voir, Alan Turing, il est là, il est considéré comme le père fondateur, l'idéateur même de l'intelligence artificielle. Et un long chemin parcouru, parsemé d'embûches, je vais finir par le dire. Et pourquoi tout ce chemin? Parce que la société change, parce que le regard des chercheurs sur cet autre chercheur change, parce que les chercheurs sont humains, parce que les chercheurs sont influencés par leur père, par la société dans laquelle ils vivent, ils développent leur savoir, parce que ces chercheurs, à leur époque, sont influencés par la morale de leur époque, par la conception du bien de leur époque. Hein, la science n'échappe jamais totalement à cette influence. Et il y aura toujours des traces de la société dans laquelle a été construite cette science. Hein, des chercheurs qui sont influencés par les myopies puis les préjugés de leur époque, puis qui, parfois à leur insu, malgré leurs bonnes intentions, ces myopies, ces préjugés, ces façons de concevoir le monde se trouve un chemin jusque dans les textbooks que vous allez payer un peu trop cher. Une autre question, ce serait de se demander, si c'est vrai dans les textbooks du passé, est-ce que c'est pas aussi là en ce moment? Hein? Est-ce qu'il y a des traces dans les textbooks que vous explorez en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des traces de notre société, des traces des myopies de notre société, des préjugements de notre époque? Hein, une belle question, non? C'est quoi les valeurs, les myopies, les préjugés de notre époque qui pourraient se trouver une trace, qui pourraient laisser des traces plutôt dans la science qui est celle que vous allez consommer via ces textbooks à l'université. La société peut influencer la science. Et la science, elle, est-ce qu'elle influence la société? Je le disais au début du podcast, c'est un constat qui est plus facile à faire. Vous croyez fermement que la science peut influencer la société. Vous êtes ici dans ces programmes de sciences et génie peut-être exactement pour ça. Vous pensez, vous croyez que la science a le pouvoir de transformer le monde. Mais des fois, dans votre discours, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte à quel point les gestes ou votre rôle, à quel point vous pouvez changer le monde. Hein, souvent, j'ai l'impression que vous pensez que vos gestes ou votre rôle, c'est uniquement des gestes et un rôle technique. Hein, quoi? Je fais juste construire des ponts, des routes. Non, c'est pas juste des ponts, des routes. Hein, ce sont des projets techniques, mais ce que vous êtes en train de faire en construisant des ponts, des routes, vous êtes en train de vous mettre au service des valeurs de votre époque, des conceptions du bien de votre époque. Hein, il y en a d'autres au-dessus de vous qui ont décidé qu'un pont devait être construit, que ce serait pertinent socialement d'avoir un pont là, ou d'un troisième lien là, ou d'un tramway ici. Hein, tout ça, en fait, si vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, tout ça, évidemment, ça va rester caché un peu dans vos projets de construction de ponts, de routes, mais dès que vous y pensez un peu, ça vous semblera évident. En contribuant, en réalisant des projets scientifiques et techniques, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous mettre au service d'une conception du bien commun. C'est peut-être pas la vôtre, peut-être que d'autres
ont décidé de promouvoir leur conception du bien commun, puis vous allez vous mettre au service de cette conception du bien commun qui n'est pas la vôtre, mais c'est ce qui est en train de se passer. Hein? En vous mettant au service, vous vous mettez au service d'une conception de la vie bonne, d'une conception de c'est quoi la ville idéale, c'est quoi que ça devrait être nos modes de transport ici à Québec, tiens. Hein? En faisant tout ça, là, en vous impliquant dans le projet de tramway ou dans le projet de troisième lien, on va les mettre en opposition, bien, vous vous mettez au service d'une conception de la vie bonne, d'une conception de ce que devrait être la vie idéale. C'est ce que vous êtes en train de faire. Puis on peut sortir du monde de la construction. Là, si vous construisez des trains électriques, si vous construisez, vous participez au déploiement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, si vous travaillez un nouveau produit en cosméceutique, si vous développez des lidars qui vont servir à des automobiles autonomes, si vous concevez quel autre champ de recherche champ du savoir que vous allez... si vous participez au développement de nouvelles protéines pharmaceutiques, des ponts, des immeubles, j'en ai parlé, si vous balisez, vous piquetez, ça ressemble à des gestes techniques, mais si on va plus loin, à quoi ça sert tout ça? Hein? Il y a des valeurs derrière tous ces projets et accomplissements techniques. Il y a des conceptions du bien derrière tous ces projets technico-scientifiques. Ce ne sont pas seulement des gestes techniques que vous posez, c'est pas juste des gestes amoraux, neutres. Ce qui se passe pour le vrai, comme je disais quand j'étais jeune, ce qui se passe dans la réalité, c'est que vous êtes en train de vous mettre au service. Vous êtes en train de choisir un domaine. Vous êtes en train de vous mettre au service d'un employeur. Puis vous vous mettez au service de cet employeur ou de ce domaine. Ça vaut la peine de vous être rendu assez loin dans votre cheminement, dans votre parcours universitaire, où vous allez vous mettre au service, mais au service de qui? De quoi? Cette belle petite tête là, que vos parents aiment tant, là, et que vos proches aiment tant, votre belle petite tête, là, vous allez la mettre au service de qui? De quelle valeur, de quelle conception du bien. Hein? Si vous vous mettez au service d'un cigarettier connu ou d'un site de divertissement adulte ou d'un site d'exploitation minière, est-ce que ce sont les mêmes valeurs que si vous vous mettez au service de Santé Canada, de Transport Québec ou d'un projet de développement durable dans une réserve Innu? C'est pas les mêmes valeurs, là. C'est peut-être les mêmes gestes techniques, mais c'est des gestes techniques au service. Puis là, c'est pas pour juger aucun des domaines que j'ai ciblés, là. C'est juste pour dire que vous êtes en train de vous mettre au service. Puis le choix de votre employeur, le choix de votre domaine de réalisation de votre savoir et de votre connaissance, ben, il y a des valeurs qui sont derrière, là. Vous êtes en train de vous mettre au service de valeurs, d'une conception de la morale, du bien commun. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire dans quelques années? Vous allez faire un projet, vous allez participer à des projets techniques, scientifiques, de recherche. Vous avez sûrement des idéaux, des choses que vous aimeriez accomplir. Mais ce faisant, ben, vous allez vous mettre au service de valeurs, d'une conception de la morale, du bien commun. Puis dites-moi, est-ce que cette conception du bien commun, est-ce qu'elle est cohérente avec vos valeurs, avec votre morale, avec votre conception du bien commun? On s'entend là, qu'il n'y a pas de certitude sur ce que serait le bien commun avec un grand B, là. Hein, le bien. Mais vous avez au moins, je dirais minimalement, le devoir de cohérence, hein, c'est-à-dire vous mettre au service d'une conception du bien commun qui ressemble à la vôtre, d'une vision de la société qui ressemble à la société dans laquelle vous souhaiteriez vivre. Je sais que vous aimeriez penser que
Vous n'êtes que des techniciens, que vous ne posez que des gestes techniques. Je sais que c'est ce que vous souhaiteriez, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La morale, elle est là. Elle est cachée au cœur de la science et des outils technologiques que vous allez développer dans les prochaines années. Elle est au cœur de la science et des technologies et des projets en sciences et génie auxquels vous allez contribuer. Et en vous mettant au service de valeurs, de projets sociaux, vous allez construire plusieurs choses. Mais ce que vous allez surtout faire, c'est que vous êtes en train aussi de construire la morale. Hein? Vous construisez aussi la morale. Vous faites littéralement la morale. C'est pas votre prof qui fait la morale, c'est vous qui faites la morale. Hein? Gageons que au début du cours, là, rappelez-vous là, cette belle vidéo de Jean-François Sénéchal pète une coche là, ou pète un plomb, j'ai oublié. Vous pensiez que c'est moi qui allais vous faire la morale. Ben, vous savez quoi? C'est le contraire. C'est vous qui faites la morale. C'est peut-être l'affirmation la plus choquante de ce cours d'éthique. C'est pas votre prof qui fait la morale, c'est vous. C'est vous qui, par vos choix, vos gestes, vos décisions, vos projets scientifiques, vos choix d'employeurs, c'est vous qui faites littéralement la morale. C'est vous qui construisez la morale avec votre science, à travers votre science et votre génie. Avec votre intelligence, votre belle petite tête. Vous allez vous mettre au service de projets techniques scientifiques, mais ces projets techniques et scientifiques auront une très grande influence sur tout, surtout sur ce que je mange, sur comment moi je vais me déplacer dans 30 ans, où je devrais vivre, à quoi ressemblera ma ville, dans quel environnement, quel sera mon rapport avec la santé, avec la nature, avec la vie, la façon dont je me conçois, la façon dont la société se pense. Vous faites ça aussi. Hein? Vous pensiez que vous aviez une influence sociale, mais peut-être pas à ce point, et pourtant c'est le cas. Pensez peut-être de façon rétrospective, là, pensez à les découvertes et projets scientifiques qui vous ont précédé dans l'histoire. Là. Pensez à l'influence de l'automobile, l'avion, la vaccination, l'Internet, les téléphones cellulaires, les réseaux sociaux, l'influence de ChatGPT en ce moment. Ce ne sont pas seulement des outils techniques. On les veut neutres moralement plutôt, mais ces technologies influencent considérablement ce que nous sommes. Ces outils, à rebours, là, ce qu'on voit, c'est que ces outils nous prescrivent ce qu'est leur conception du bien, ce que serait le monde idéal. Puis ces projets-là ont déjà influencé ce que nous sommes, puis ce que vous êtes en ce moment. Attention, hein? Attention. Votre science, votre profession font la promotion, peut-être à votre insu, hein? Mais ça reste que votre science, votre profession font la promotion de valeurs, de conception du bien commun, de vision du monde. Puis, il est peut-être temps pour vous de reconnaître ces valeurs, ces conceptions du monde, de voir à quel point tout ça est lié, puis d'assumer, de vous assurer que ces valeurs, puis ces conceptions du monde correspondent aux vôtres, à vos valeurs. Ultimement, la question est la suivante. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez promouvoir à travers la science et le génie? Est-ce que vous allez choisir d'exercer la science et le génie en ignorant que des valeurs s'y cachent, en choisissant de vous mettre aveuglément au service d'un employeur ou de projets qui ne correspondent pas à vos valeurs, ou au contraire, est-ce que vous allez exercer la science et le génie en vous assurant que les valeurs promues
à travers ces projets sont parentes aux vôtres. Est-ce que par votre rôle, vous pouvez contribuer à construire la société dans laquelle vous souhaitez vivre? Hein? Je vous l'avais dit que c'était deep cette semaine. Philo des sciences. C'est ce qu'on a fait ensemble. Ce sera tout pour cette semaine. Le reste, on va l'approfondir en classe demain, mais vous voyez un peu le ton. C'est une réflexion sur la science, sur votre rôle au cœur de la science, sinon au cœur de la société. On poursuit, on approfondit notre réflexion demain, mardi, en classe. Sinon, on se donne rendez-vous ici au podcast pour ce dernier podcast où on prendra un dernier café ensemble. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye.